Bonjour les amis, dans cette troisième partie, je vais essayer de montrer que la résolution de la formulation variationnelle approchée au problème P, ce problème-là P, est équivalente à la résolution d'un système linéaire qui s'écrit sous la forme AH, UH est égal à FH, tel que AH est écrit sous la forme epsilon fois BH plus CH. AH est une matrice, UH et FH, ce sont des vecteurs. Donc voilà mon problème variationnel approché qui est associé au problème P. Je vais le noter comme ça. Et de trouver UH appartient à un grand V. Donc je vais travailler sur grand V. Grand V c'est VH1 inter H1 0 I tel que A2 UH V égale à L de V, quel que soit V appartient à grand V. Donc maintenant je vais essayer de montrer que ce problème variationnel est équivalent à celui-ci. Problème variationnel approché 2, c'est trouver UH appartient à V tel que A de UH phi I, fonction de base, égale à L de phi I, quel que soit I allant de 1 jusqu'à N. Donc je vais montrer que PVA1 est équivalent à PVA2. D'abord, la première implication est triviale. Si on a PVA1, alors on a UHV est égal à LV, quel que soit V appartenant à grand V. Or, on a les phi I, ce sont des éléments de grand V, appartiennent à grand V, parce qu'elle appartient à V1H, donc elle appartient à grand V. Donc, on peut avoir aussi AUH phi I est égal à L phi I, quel que soit I. C'est-à-dire, si on a, donc on a PVA1 implique PVA2. Parce que PVA1 est valable pour tous les éléments de grand V. Or, on a les phi et ce sont aussi des éléments de grand V. Donc, l'égalité reste juste. Donc, j'ai la première implication. Car phi I appartenant à grand V, quel que soit I, allant de 1 jusqu'à N. Pour l'implication inverse, je vais montrer que PVA2 implique PVA1. Pour ça, je vais prendre un élément V de grand V, et je vais supposer que j'ai A de UH phi I est égal à L phi I quel que soit I allant de 1 jusqu'à N, et je vais montrer que A de UHV est égal à LV quel que soit V dans grand V. Donc je prends V appartient à grand V et je suppose ceci, je montre ça. Donc puisque V appartient à grand V, alors V va s'écrire en fonction des fonctions de base. Parce qu'on a montré déjà que grand V égale à le vecteur de phi 1, phi 2 jusqu'au phi n. C'est-à-dire n'importe quel élément de grand V, il va s'écrire en fonction des phi I. De I allant de 1 jusqu'au n. Donc V va s'écrire sous la forme la somme de I allant de 1 jusqu'au n. Mais plus précisément, les scalaires seront V de xi ou bien xj. Donc je vais noter xj. V de xj fois phi j. Donc ceci on a déjà le montré dans
la partie 2, je crois. Donc, je vais aller de AUH phi i est égal à L phi i. Donc, A de UH phi i égale à L phi i, quel que soit i, allant de 1 jusqu'au 1. Alors, je vais sommer sur i. Je vais d'abord multiplier par les phi xg. Alors, A de UH, V de x i phi i égale à L de V de xi phi i, quel que soit i, bien sûr, allant de 1 jusqu'au n. Donc, A de UH, et là je vais sommer de i allant de 1 jusqu'au n, donc j'aurai V, donc A de UH V égale L, et là je vais sommer aussi, donc c'est L de la somme des V de x i phi i, c'est exactement V. Donc j'ai montré que PVA 1 implique PVA, ou bien PVA2 implique PVA1. Donc j'aurai AUHV est égal à LV. Donc PVA1 est équivalent à PVA2. Or UH appartient à V. Donc il va s'écrire sous la forme la somme du U xg toujours fait J. De G allant de 1 jusqu'à n. Et maintenant, je vais poser ou bien noter, on note que quand U H égale U1, c'est U de X1, U2, c'est U de X2, jusqu'au N, c'est U de Xn. Donc c'est un vecteur de Rn. UH, c'est exactement celui-ci, UH. D'accord? C'est un vecteur. Là, transposé, bien sûr. Alors maintenant, on a PV A2 équivalent trouver UH appartient à Rn tel que la somme du UJ de A phi J phi I de I allant de 1 jusqu'à N égale à L de phi I. C'est-à-dire j'ai remplacé là, donc pour PVA2, j'ai remplacé UH par la somme du UXJ phi J. J'ai fait sortir du UXJ là, parce que le UXJ égale à UJ, comme j'avais déjà posé. Donc j'aurai la somme du UJ A2. Il me reste phi J, A de phi J, phi I. Voilà, phi I est égal à L de phi I. Donc la somme, ça sera sur l'UJ, pardon. Là, je vais sommer sur l'UJ. Et là, je vais écrire quel que soit I allant de 1 jusqu'au N. Jusqu'au N. UH là, grand UH, c'est appartient à Rn, c'est ce vecteur-là. Alors, je peux faire que ceci est équivalent à trouver
le vecteur de Rn, EH, tel que AH fois UH égale à FH. Bien sûr, où AH, matrice carrée d'ordre n, FH, vecteur de Rn, UH, comme on a déjà dit, que un vecteur de Rn aussi. Mais avec AH est égal à quoi? AH IJ. HIJ va être égal à A2 phi J phi I. A2 phi J phi I. Et qui est égal epsilon fois intégrale de 0,1 phi prime J phi prime I de x dx plus l'intégrale c'est 0,1 de phi prime J phi I de x dx qui est égal, on constate que il s'écrit sous la forme epsilon fois BH plus CH. CH c'est celle-ci et BH c'est ça. Et là, notre epsilon. Là, c'est BHIJ pour le IM ligne, la IM ligne et la JM colonne. Aussi là, c'est IJ. BH et CH ce sont des matrices, donc j'écris AH. J'ai trouvé AH et je l'ai écrit sous la forme epsilon BH plus CH. Maintenant, je passe à FH IJ. FH appartient à Rn, donc j'ai pas IJ, c'est seulement I. C'est un vecteur, donc phi HI égale à L de phi I. Bien sûr, de I allant de 1 jusqu'au N, qui est égal à l'intégrale de 0,1 F fois phi I de x dx. Pour AH aussi, c'est de pour les IJ allant de 1 jusqu'au N. Donc, comme ça, on a montré que la résolution de la formulation variationnelle approchée associée au problème P est équivalente à la résolution du système d'un système linéaire H, UH, FH, et on a précisé ou bien déterminé les matrices, la matrice AH et les vecteurs FH, UH et aussi les matrices PH et CH. Je vais passer maintenant à la deuxième question de troisième question, c'est bien la deuxième partie de troisième question, c'est de vérifier que BH est symétrique et CH est antisymétrique. Donc j'écris d'abord la question B. J'ai que BH égale à l'intégrale de 0 à 1 de phi J' phi I' de x dx. Je constate que phi J et phi I ou bien J et I jouent le même rôle, c'est-à-dire je peux écrire l'intégrale de 0 à 1 phi I' phi J' de x
dx, j'ai changé l'ordre de i, j. Et ceci égale à bh, ji. Donc bh, ij est égal à bh, ji, donc bh est symétrique. Ce qui implique que bhi est symétrique. On passe à ch et on va montrer qu'il est antisymétrique. Donc ch de ij égale à l'intégrale de 0 à 1 de phi j prime phi i. Phi j prime phi i de x dx. Et ceci est égal par application de l'intégration par partie. C'est phi j fois phi i. Phi j fois phi i de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de phi j phi i prime de x dx. Ça c'est 1. D'accord. Donc on a les fonctions de base appartiennent à grand V et donc appartiennent à h10 de i. Donc ils sont nuls au bord de l'intervalle i. Les bords de l'intervalle i ce sont 0 et 1. Donc les phi j sont nuls sur 0 et 1. Donc cette quantité là vaut 0. Donc là j'aurai la 0. Il me reste moins l'intégrale de 0 à 1 de phi j phi i prime de x dx. Et ça c'est moins ch ji. J'ai changé ji. Donc ch est anti-symétrique. Et on passe à la troisième question. C'est de calculer les éléments de la matrice symétrique très diagonale BH. Donc, on a, d'après la question 2A, celle-ci, la question de donner les expressions des fonctions phi j. Donc, on a déterminé les expressions des fonctions de base phi j. Et donc, on a montré que pour j allant de 1 jusqu'au n, les phi j de x est égal à xj moins 1 sur h, xj plus 1 moins x sur h, et 0. Sur ij moins 1, ij est 0 ailleurs. Donc, phi j' de x égale, là c'est 1 sur h, là c'est 1 moins 1 sur h, et là c'est 0. Sur ij moins 1, sur ij, et là ailleurs. Et on a BHG, BHIG égale à l'intégrale de 0 à 1 phi j prime phi i prime de x dx. Je vais essayer de calculer la partie triangulaire supérieure de la matrice BH. Et puisque BH est symétrique, je peux conclure la partie inférieure. Ça sera la même que la partie supérieure. Donc, je commence par la diagonale. Je vais calculer la diagonale. Donc, pour j allant de 1 jusqu'au n, je vais calculer BH JG est égal à l'intégrale de 0 à 1 de phi j prime au carré de x dx. Ceci
égale à l'intégrale sur ij moins 1 union ij de phi j' au carré dx. Parce que ailleurs de ij-1 et ij, phi j est égal à 0. Donc j'aurai seulement l'intégrale sur ij-1 union uj. Alors, ceci est égal intégrale sur ij-1 de phi j' au carré x dx plus l'intégrale sur uj de phi j' de x au carré dx. Or, les phi j soit est égal à 1 sur h, soit moins 1 sur h. Mais je s'en fous de ça parce que j'ai le carré, donc j'aurai l'intégrale de 1 sur h au carré dx. ij moins 1 union ij, ça sera x j moins 1 jusqu'au x j plus 1. Ceci est égal à 1 sur h carré fois xj plus 1 moins xj moins 1. Et ceci c'est bien est égal à 2h sur h carré est égal à 2 sur h. Et je calcule maintenant pH G plus 1. Est égal à quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de phi G', phi G plus 1 prime, bien sûr, de x dx. Donc est égal à l'intégrale sur le support de phi J inter le support de phi J plus 1. Parce qu'on a la phi J, on a la phi J plus 1. Le support de phi J' est le même que le support de phi J. Le support phi J plus 1, le support de phi J plus 1' est le même que le support de phi J plus 1. Donc là, j'aurai phi J' fois phi J plus 1' de x dx. Et d'après ce qui précède, on a le support de phi J, c'est xj moins 1, xj plus 1. Donc l'intégrale sur les intervalles, bien je l'écris comme ça. Le support de phi J inter support phi J plus 1, c'est l'intervalle x j moins 1 x j plus 1 intervalle xj et xj plus 2. C'est comme ça. Là on a phi J, le support de phi J c'est xj moins 1 jusqu'à xj plus 1. On retranche 1 de j, c'est xj moins 1 et on ajoute 1 xj plus 1. C'est ça ce qu'on a fait là. Pour phi j c'est xj moins 1 et xj plus 1. Et pour phi j plus 1 on retranche 1, on aura xj et on ajoute 1, on aura xj plus 2. Et cette intersection est égale, bien sûr, xj plus 1. Donc mon intégrale sera sur xj plus 1 de phi j' phi j plus 1' de x dx. Donc on a phi j sur xj plus 1 est égal à quoi? Phi j'. Phi j' sur xj plus 1, c'est ij, c'est moins 1 sur h. Donc c'est l'intégrale
de xg plus 1 de moins 1 sur h. Et pour phi j plus 1 prime, c'est 1 sur h. D'accord? De même manière, on peut avoir que xg plus 1 prime, c'est 1 sur h. Sur l'intervalle xg plus 1, bien sûr. Dx. Donc, on a moins 1 sur h fois 1 sur h, c'est moins 1 sur h carré. L'intégrale de xg à xg plus 1 dx, c'est la différence xg plus 1 moins xg, ch. Donc, ceci vaut moins 1 sur h. Je passe maintenant à calculer BH, G, M pour M supérieur ou égal à G plus 2. On a calculé pour JJ et après pour JG plus 1 et maintenant pour JM tel que M supérieur est égal à G plus 2. Et comme ça, on va calculer la partie triangulaire supérieure. Et on va conclure directement la partie triangulaire inférieure en utilisant la symétrie de notre matrice BH. Donc je calcule maintenant BHGM égale intégrale toujours sur 0,1 de phi J', phi M' de x dx. Et ceci est égal l'intégrale sur xj-1 xj plus 1 phi J', phi M' de x dx. C'est ça le support de phi J, xj-1 xj plus 1. Donc je peux écrire comme ça. Et ceci est égal à 0. Pourquoi? En effet, je vais chercher le support de phi M', le support de phi M' ou bien de phi M. C'est la même chose. C'est l'intervalle toujours xm moins 1, xm plus 1. Donc on a, j'écris là, on a, or, on a m supérieur à j plus 2. Là, donc, alors, m moins 1 est supérieur ou égal à g plus 1. Donc, puisque m moins 1 est supérieur à g plus 1, donc on aura xm moins 1, xm plus 1, inter xj moins 1, xj plus 1, égale, soit est égal à le singleton xj plus 1, soit est égal à l'ensemble vide. Là, si m est égal à g plus 2, si m est égal à g plus 2, on aura l'intersection, c'est xg plus 1. Parce que xm moins 1, c'est m est égal à g plus 2. Donc ça sera xg plus 1 là. Et là, xg plus 2. Inter xg moins 1, xg plus 1. Donc l'intersection, ça sera le singleton xg plus 1. Sinon, si m est supérieur strictement à g plus 2, j'aurai l'ensemble vide. Et comme ça, j'aurai mon intégrale sur un singleton ou bien sur l'ensemble vide, donc est égal à 0. Donc, la structure de la matrice BH, ça sera comme suit. Donc, on a BH est égal. Donc, pour la diagonale, on a calculé la diagonale BHJJ. Voilà, est égal à 2 sur H. Donc, j'aurai 2 sur H là. Là, comme ça. 2 sur H. Bien sûr, il appartient à M d'ordre N, M, N, N. Donc, pour BH
G plus 1, c'est moins 1 sur H. Donc j'aurai là la partie supérieure, bien sûr, moins 1 sur H. Et là, moins 1 sur H. Le reste, BH G1 pour M supérieur est égal à G plus 2 égale à 0, une nulle. Donc là, j'aurai des zéros là. Donc 0, 0, et comme ça. Donc puisque la matrice est symétrique, j'aurai les mêmes valeurs dans la partie inférieure, bien sûr. Donc j'aurai moins 1 sur H, j'aurai 0, comme ça, moins 1 sur H, et là j'aurai 0, et voilà ma matrice BH. Passons maintenant à la question suivante. C'est de calculer les éléments de la matrice antisymétrique très diagonale CH. On va aller par les mêmes étapes qu'on a fait pour BH. Question D. On va calculer la matrice CH. Donc je commence toujours par la diagonale. Donc CH JG pour G bien sûr allant de 1 jusqu'au 1. Or on sait que CH est antisymétrique, c'est-à-dire CH de IJ égale à CH de JI égale à moins, égale à moins CH de IJ, quel que soit IJ allant de 1 jusqu'au N, en particulier pour I égale à J, c'est-à-dire CH de JJ égale à moins CH de JJ. Donc, CH de JJ égale à 0. Quel que soit J, bien sûr, allant de appartient à 1 jusqu'à N. Donc, la diagonale de CH est nulle. Je calcule maintenant CH G plus 1 est égal à l'intégrale sur 0,1 de phi prime G plus 1 fait J de X dx. Ceci est égal à l'intégrale sur xj plus 1. Pourquoi? Parce que l'intersection du support de phi j plus 1 et le support de phi j nous donne xj plus 1. Parce qu'on aura le support de phi j plus 1, c'est xj plus 2 inter. Le support de phi j, c'est xj moins 1, xj plus 1. Et bien sûr, cette intersection vaut l'intervalle xj plus 1. Phi j plus 1 prime sur xj plus 1 vaut 1 sur h. Et phi j sur l'intervalle xj plus 1 vaut xj plus 1 moins x sur h dx. Et ceci est égal à 1 sur h au carré, 1 sur h, je fais sortir 1 sur h et h là, donc c'est 1 sur h carré fois intégrale xj plus 1. Il me reste xj plus 1 moins x. xj plus 1 moins x dx. Je continue le calcul là, donc j'aurai 1 sur h carré fois l'intégrale de xj à xj plus 1 de xj plus 1 dx moins 1 sur h carré fois l'intégrale de xj plus 1
x dx. J'ai séparé ces deux valeurs. Donc 1 sur h carré fois xj plus 1 est une constante. Donc j'aurai xj plus 1 fois xj plus 1 moins xj. xj plus 1 moins xj. Moins 1 sur h carré. X, ça sera x carré sur 2 entre xj et xj plus 1, x carré sur 2, la primitive de x, d'accord? Donc, j'aurai là-dessus 1 sur h carré, xj plus 1 c'est g plus 1 fois h, et xj plus 1 moins xj c'est h, donc j'aurai h carré, moins 1 sur h carré, je remplace là, j'aurai xj plus 1 au carré, moins xj au carré sur 2. Je simplifie h carré par h carré. Il me reste g plus 1 moins. Et là, j'aurai 1 sur h carré. xj plus 1 au carré moins xj au carré, c'est xj plus 1 moins xj fois xj plus 1 plus xj. D'accord? Donc j'aurai xj plus 1 moins xj, c'est h, fois xj plus 1 plus xj, c'est 2g plus 1 fois h. Ceci me donne g plus 1 moins, je simplifie h fois h, c'est h carré sur h carré, c'est 1. Il me reste 2g plus 1, donc moins 2g plus 1. Sur 2, bien sûr, j'ai oublié là, sur 2. Ou c'est là, sur 2. Donc j'aurai g moins g, c'est 0. Et 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, c'est hg plus 1 est égal à 1 demi pour g allant de 1 jusqu'à n moins 1, bien sûr. Je peux pas aller jusqu'au n parce que là j'ai g plus 1. Maintenant, je vais calculer CHGM. On calcule CHGM pour G allant de 1 jusqu'à n-2 et M supérieur à n, bien inférieur ou égal à n, et supérieur ou égal à g moins 2, g plus 2. Donc j'aurai CH GM est égal à l'intégrale 0,1 phi prime m phi j de x dx. Donc de la même manière, j'aurai le support de phi m inter le support de phi g égal à l'ensemble vide, ou bien égal à xj plus 1 si m est égal à g plus 1. C'est la même manière qu'on a fait pour la matrice BH. Donc j'aurai 0. En effet, on a le support de phi m inter le support de phi g, c'est xg moins 1 xg plus 1 égale soit xg plus 1 soit l'ensemble vide selon la valeur de m, c'est-à-dire là si m égale à g plus 2 et là sinon. Donc maintenant je peux conclure la construction de la matrice CH. Donc CH est égal, bien sûr il appartient à m n. Dans la diagonale j'ai trouvé 0. Là, c'est HJ est égal à 0 pour G allant de 1 jusqu'au n.
Donc là, j'aurai des zéros. Pour CHGG plus 1, j'ai trouvé 1 demi. Donc j'aurai là 1 demi. Et le reste est nul. Là, puisque CH est antisymétrique, donc là 1 demi, j'aurai moins 1 demi, c'est l'inverse. Et là aussi, moins 1 demi. Et le reste, c'est 0. Je passe à la question E. Qu'est-ce qu'il dit la question E? Donc on a E montrer que BH est défini positive et après on déduire que AH est inversible. Donc montrons d'abord que BH est défini positif. Qu'est-ce que ça veut dire BH est défini positive? Donc BH est défini positif, c'est-à-dire que BH BHX produit scalaire est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartienne à Rn, et BH x égale à 0 implique que x égale à 0. Il faut montrer ces deux propriétés-là pour dire que BH est défini positif. Commençons par la première. Donc soit x appartient à Rn. Donc j'ai BH x. BH x est un vecteur bien sûr. BH est une matrice fois un vecteur me donne un vecteur. Donc BHXI est égal à la somme de G allant de 1 jusqu'au n de BHIJ fois XJ qui est égal à la somme de G allant de 1 jusqu'au n de l'intégrale 0,1 phi J' phi I prime dy 2 fois XJ. Donc, BHX x égale la somme de I allant de 1 jusqu'au n fois BHX I fois x I. Donc je remplace BHX indice I par sa valeur qu'on a calculée là. Donc j'aurai la somme de I allant de 1 jusqu'au n de XI fois BHX indice I, c'est la somme de G allant de 1 jusqu'au n fois XG fois l'intégrale de 0 à 1 de phi G', phi I', dy. Donc, je fais sortir l'intégrale là, ou bien je fais entrer la somme à l'intérieur de l'intégrale. Donc, j'aurai l'intégrale de 0 à 1 de la somme I allant de 1 jusqu'au n xi fois la somme de J allant de 1 jusqu'au n de xj fois phi J', phi I', dy.
Donc je sépare les variables. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que, donc là j'aurai que BH x est égal intégrale de 0 à 1 fois la somme des xi fois phi i prime de i allant de 1 jusqu'au n fois la somme de g allant de 1 jusqu'au n dxj phi j prime dy. L'i et j là jouent le même rôle, donc je peux écrire comme ça la somme de i allant de 1 jusqu'au n de xi phi i prime de tout au carré dy. Et ceci bien sûr est supérieur e égale à 0. Donc voilà, j'ai montré la première propriété que bhx est toujours positive, quel que soit x dans Rn. Il me reste de prouver que bhx est égal à 0 implique que x est égal à 0. Donc si duplice g, donc si duplice na bhx x est nul, alors d'après cette égalité là, bhx est égal à l'intégrale de 0 à 1 de cette quantité, alors ce qui est à l'intérieur est nul. Alors la somme des xi phi i prime égale à 0 de i allant de 1 jusqu'au 1. Sur là, de y, quel que soit y, appartient à 0, 1. Donc pour u appartient à 0, 1, phi prime de y d y égale à 0. Parce que j'ai la somme du allant de 1 jusqu'au n xi phi prime de y est égale à 0. Donc j'intègre sur intervalle 0u. Donc il me reste 0 toujours. Alors xi ne dépend pas de y, donc je peux faire sortir le xi, donc j'aurai la somme des xi de i allant de 1 jusqu'au n fois l'intégrale de 0 à i de phi i prime de y dy égale à 0. Alors la primitive de phi i prime c'est phi i de 0 c'est 0 parce que phi i appartient à h01. Donc j'aurai la somme des xi implique la somme des xi de i allant de 1 jusqu'au n de phi i de u égale à 0. Et ceci quel que soit i dans l'intervalle 0,1. Ce qui implique que la somme des xi phi i égale à 0 de i allant de 1 jusqu'au n. Or, on a des phi constituent une base. De phi 1 jusqu'au phi n est une base. Alors, xi vaut 0. Quel que soit i appartiennent à intervalle à les éléments 1, 2 jusqu'au n. Donc, x égale à x1 jusqu'à xn égale à 0. Donc, j'ai montré la deuxième propriété. bhx est égal à 0 implique que x est égal à 0. Maintenant, je peux dire que bh est défini positif.
alors BHI défini positif. Je passe maintenant à montrer que AH est inversible. Donc AH est inversible. En effet. Je prends X appartient à Rn, soit X appartient à Rn. Donc d'abord je vais montrer que le quart de AH égale à le singleton 0. Si j'ai réussi à montrer ceci, donc j'ai montré que AH est inversible automatiquement. Donc je prends un élément de Rn, un vecteur de Rn. Alors AH X est égal à epsilon BHXX plus CHX X. Or je sais que CHXX égale à X CH transposé X. C'est une propriété. Et ceci égale à moins X CHX. Car CH est antisymétrique, donc CH égale à moins CHT. Parce que CH est antisymétrique. Donc j'ai remplacé CHT par moins CH. C'est pour ça j'ai un moins là. Je change l'ordre et rien ne change. Donc CH X X. Donc j'aurai une quantité égale à moins la même quantité. Donc CHX X est nul. Donc CH XX vaut 0. C'est-à-dire que AH X est égal à epsilon fois produit scalaire de PHX et X. Et ceci bien sûr, quel que soit X appartient à Rn. Je prends maintenant un élément dans le quart de AH. Donc soit X appartient au quart AH. Alors AH X est nul. On suppose que X est différent de 0 pour avoir une contradiction. Donc je suppose que X est différent de 0. Alors j'ai transposé du X fois AH fois X égale à 0 parce que AH X égale à 0 et en même temps est égal à epsilon BHX X parce que ceci c'est AHX X, c'est le produit scalaire de AHX et X et ceci est égal à 0. Or on a montré que BH est défini positive, donc BHX X égale à 0 implique que X égale à 0, ce qui est absurde car on a supposé que X est différent de 0. Donc le quart de AH égale à singleton 0. Donc je peux conclure que AH est inversible. Et comme ça on a terminé la question E. Donc il nous reste la quatrième question. En admettant que f égale à 1, déterminer le vecteur second membre FH du système linéaire trouvé dans la question 3a. Donc on va déterminer grand F indice H. Question 4. Donc on a F, H, indice I, d'après ce qui précède est égal à L de VI
qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 f de x phi i de x dx. Or on a posé f est égal à 1, donc est égal à l'intégrale de 0 à 1 de phi i de x dx, car on a posé f égale à 1. Alors ceci est égal. Là, le support de phi ici, xi moins 1, xi plus 1. Je divise l'intervalle en deux, c'est-à-dire xi moins 1 jusqu'au xi, plus xi jusqu'au xi plus 1, parce que la valeur de phi change en changeant les intervalles. Donc phi sur xi moins 1, xi est égal à x moins xi moins 1 sur h dx, et là c'est xi plus 1 moins x sur h dx. Donc je vais faire un changement de variable pour faciliter les calculs. Donc je pose x moins xi moins 1, ceci. Je pose x moins xi moins 1, c'est u. Et xi plus 1 moins x, c'est moins v. Donc qu'est-ce que j'aurai? C'est l'intégrale. Là c'est u sur h. dx c'était u, donc c'est la même chose. Donc c'était u plus, là aussi c'est moins v sur h de v. Donc là, quand x est égal à xi moins 1, donc u va être égal à xi moins 1 moins xi moins 1, c'est 0. Et quand x est égal à xi, c'est xi moins 1, c'est h. Là, de même manière, j'aurai que quand x est égal à xi, quand x est égal à xi, j'aurai que moins v est égal à xi plus 1 moins xi, c'est-à-dire est égal à h, donc moins v est égal à h, donc v est égal à moins h. Et quand x est égal à xi plus 1, moins v est égal à 0, donc v est égal à 0. Donc, j'aurai que je factorise par 1 sur h, et j'aurai pour le premier intégral, c'est u carré sur 2, primitive de u, entre 0 et h, plus la primitive de v, c'est moins v carré sur 2, entre moins h et 0. Ceci est égal à 1 sur h fois h carré sur 2. Là j'ai moins h. Je fais sortir ce moins là, donc moins. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que 0 au carré sur 2 c'est 0, moins h au carré c'est h au carré sur 2. Ceci est égal à 1 sur h fois h carré sur 2 plus h carré sur 2, c'est h carré. Et ceci est égal à h. Donc, fh indice i égale à h, quel que soit i, appartient à 1, 2 jusqu'au n. Et voilà, comme ça, on a terminé notre problème de convection diffusion. On a trouvé la solution et on a fait une implication pour f vaut 1. Merci les amis pour votre attention et à la prochaine.